Bonjour et bienvenue à cette rencontre au CQFA en compagnie de Frédéric Jean, coprésident de la société Canopé de Montréal. Canopé est en voie de devenir la référence canadienne en matière de dronautique agricole, tant pour ses projets novateurs en intervention par drone, comme par exemple l'épandage de précision, que par ses recherches appliquées avec les producteurs québécois. Canopé offre une gamme d'outils à la prise de décision aux producteurs agricoles et aux gestionnaires de services de protection de l'environnement. Cette entrevue captée au studio du CQFA à Dorval en février 2018 porte sur le développement d'applications d'orthophotographie géoréférencée en exploitation agricole. Alors, sans plus attendre, allons retrouver Frédéric Jean et des dizaines d'opérateurs professionnels de drones qui s'étaient joints à nous via Internet. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir, Jean. Alors, ça fait depuis le mois de juillet qu'on essaie de se rencontrer pour parler de ce beau sujet-là. L'agriculture au Québec, c'est vraiment central, hein? Pourrais nous expliquer quelle est ton implication? Où est-ce que, pour toi, le drone rencontre l'agriculture? Alors, nous autres, mon partenaire et moi, Alex Maltais, dès 2014, lorsqu'on a commencé à regarder le milieu de la dronautique, on s'y intéressait, surtout dans le contexte agricole. On voyait, on avait lu les études de marché, on avait vu ce qui se préparait. On avait, comme pas mal tout le monde, qui a un œil sur la dronautique, sur tout ce qui est drone, puis voit les différents, qui regarde, qui cherche les différents débouchés. On avait vu que le milieu agricole était très prometteur. Alors, on s'est orienté pas mal à ce moment-là vers des applications pour le milieu agricole. On voyait que ça se faisait en Europe. Qui étiez-vous là, pour être intéressé là-dedans? D'où est-ce que vous venez? Alors, moi, je viens d'un milieu informatique et je viens de la photographie. Alors, pendant une quinzaine d'années, moi, j'ai fait du développement de systèmes de base de données. Donc, j'avais des notions d'informatique, puis je savais que la dronautique, il y avait une grosse composante informatique. Moi, c'était comme un mariage de, à la fois cet aspect-là, l'aspect technique, l'aspect aussi plein air. C'est drôle à dire, mais ça venait me chercher sur le fait qu'il y avait la promesse qu'on passe beaucoup de temps dans le plancher des vaches, comme on dit. Alors, comme les pilotes disent, dans les éléments, hein, dans les au éléments. vent, à la pluie, dans le champ et tout. Exact. C'était une vie d'aventure. Alors, ouais, ça venait nous chercher. Alors, ça fait de vous plus des experts de la captation que de ce qui pousse dans le sol, finalement. Absolument, oui. C'est sûr que par la bande, on a toutes sortes de notions d'agriculture qui passe par osmose, là. On n'a pas le choix. On travaille avec des agronomes, on travaille avec des producteurs, on travaille avec des gens du milieu, des gens du ministère aussi. Mais nous, on travaille beaucoup avec les caméras, donc différents types de caméras. C'est quelque chose qu'il faut développer si on s'intéresse du tout aux applications des drones dans le milieu de l'agriculture, c'est sûr. Alors, votre quotidien, vos activités sont alignées vers qui? Quelle sorte de marché ça représente? C'est intéressant parce que faut avouer tout de go que c'est un milieu qui est à faire. Nous, on travaille beaucoup dans des projets qui sont surtout expérimentaux, je dirais. On est ou bien participant dans des projets expérimentaux, autrement dit, on initie des projets de recherche, on va chercher des partenaires, puis on veut développer des applications pour les drones en milieu agricole, alors on va chercher les partenaires qu'il nous faut, ou bien on est engagé en tant qu'opérateur pour s'occuper de la portion drone de projets qui sont, disons, pris en charge par d'autres entités, donc des gens dans le milieu agricole. On voit ici des projections, tu peux nous expliquer, des projections de marché de dronautique agricole? Oui, ça c'est tiré d'un article du Devoir, comme c'était indiqué l'an passé. Donc, c'est à peu près un an. Il y a toutes sortes d'études de marché qui sortent de façon périodique sur les drones. Il y a des rapports. Il y a quelque chose qui est sorti le week-end dernier dans le Globe and Mail pour ceux qui étaient abonnés. C'était même réservé seulement pour les abonnés du Globe and Mail sur quels vont être les marchés. Donc, on voit que l'agriculture, si on veut une part du gâteau assez intéressante ici, on parle de plusieurs milliards de dollars d'ici 2020 qui vont transiger dans la dronautique, dans le domaine agricole. L'infrastructure, c'est encore plus grand. L'agriculture, ce qui est intéressant, c'est que
c'est récurrent. Hein. Alors, à chaque saison, il y a des plants qui poussent, il faut les observer, il faut les gérer. Les besoins changent aussi, les maladies changent, conditions climatiques changent, donc tu es toujours à refaire un peu? Moi, je parlais surtout du marché. Donc, si on a un client, un producteur, un gros producteur, qui a identifié que tout ce qui est imagerie aérienne lui procure un certain avantage dans le marché, ben, il va continuer à utiliser les services de ceux qui font de la captation de données. Alors, c'est cet aspect-là, l'aspect récurrent du besoin et de la demande, si on veut, qui était intéressant pour du démarchage d'entreprise. Par exemple, si on fait du cinéma, alors, ça va et ça vient en termes de fréquence de travail, tandis que l'agriculture, on pouvait du moins espérer pouvoir faire un petit peu de planification. D'abord et avant tout, il faut savoir que le potentiel est là, donc c'est pas, on cherche pas à créer un besoin. Il y aurait un besoin, tout ce qui est imagerie aérienne, dronautique agricole, remplit un certain besoin, mais c'est la mise en marché qu'il faut travailler à ce moment-ci, et puis la démonstration pour la plupart là, des producteurs, des gros joueurs. Est-ce qu'on pourrait dire que l'aérien a toujours existé dans le cinéma, a toujours existé dans la sécurité civile, mais on la rapproche maintenant de l'agriculture par ces appareils moins chers, plus faciles à opérer, plus automatisés? Peut-être que l'agriculture était le cousin pauvre de la captation aérienne, quoi? C'est intéressant. Il y a tout un eu de l'imagerie aérienne, mais on parle d'imagerie satellitaire beaucoup dans tout ce qui est télédétection pour l'environnement. Donc, tout ce qui est foresterie, agricole, environnement, c'était traditionnellement fait par des satellites, mais il y a c'est pas exactement la même chose que ça va chercher. C'est pas la même information que ça va chercher au sol. Évidemment, il y a aussi de la captation par avion, mais le drone vient apporter quelque chose de nouveau. Donc, on peut parler, si on veut, de résolution temporelle. Donc, on va parler de résolution un petit peu durant la présentation ce soir. Donc, essentiellement 3 résolutions. Il y a la résolution spectrale de ce qu'on va aller capter. Il y a la résolution spatiale. Donc, on parle souvent de résolution spatiale lorsqu'on dit résolution. On fait référence à ça, donc les mégapixels et tout ça. Puis, mais ce qui est pas négligeable aussi, puis qui est un avantage du drone, c'est la résolution temporelle. Puis en agriculture, c'est intéressant. Autrement dit, on peut capter des images pas mal quand on veut. Puis c'est pas le cas avec les avions, puis c'est pas le cas avec les satellites non plus. Il y a comme une culture de l'image, l'utilisation d'images, images aériennes en agriculture, mais elle est pas très forte ici au Québec. Donc, c'est pas très fort l'utilisation des images satellitaires au Québec. Donc, nous, dans ce domaine-là, en tant qu'opérateur de drone, puis en tant que fournisseur de services, entre guillemets, on doit faire l'éducation des gens, on doit démontrer que ça procure un avantage. Est-ce que les changements climatiques qui sont perçus comme bouleversés, est-ce que ça va générer encore plus de marchés dronautiques agricoles? À premier abord, moi, ce que ça me fait penser, c'est les infestations de ravageurs. On peut s'attendre à voir de plus en plus d'infestations de ravageurs ou un changement dans ce qui vient affecter les cultures, les champs. Donc, il va y avoir une certaine variabilité là, dans ce qu'on doit observer pour identifier les problèmes ou les problèmes de santé des cultures. Donc, c'est sûr, ça va apporter plus de travail aux géomaticiens, donc aux capteurs de données qui sont les opérateurs de drones aussi. Est-ce que tu prévois que ce sera un marché démocratisé dans le sens que le cultivateur va finir par faire sa dronautique ou ça sera un marché d'experts, de consultants experts, de fournisseurs de services de dronautique? C'est une excellente question. Puis ça, écoute, ma réponse va varier selon le moment de la semaine. Ou, ouais. Je ne sais pas. C'est la mon boule opinion de cristal. là-dessus. Ouais, mon opinion là-dessus change, varie. Moi, je tends de plus en plus, puis ça, cette opinion-là, je la développe au fur et à mesure que je rencontre des gens, je vais à des conférences et tout ça. Je sous-estime la difficulté que les gens vont avoir à opérer tout ça eux-mêmes. C'est relativement complexe. Fait que moi, je tends plus à un service spécialisé, donc des gens comme les gens qui nous écoutent ce soir, là, qui vont offrir des prestations de services, là,
qui vont avoir un créneau de spécialisation, qui vont se spécialiser dans l'un ou l'autre des applications des drones en agriculture, que ça soit, on parle depuis tantôt de la télédétection, mais évidemment, il y a toute la question de l'épandage. Puis l'épandage, ça sera pas négligeable. Puis moi, je suis convaincu que ça va venir. Donc, oui, il y a certains jeunes producteurs qui vont s'équiper eux-mêmes. Puis ça va dépendre aussi où la réglementation va aller. S'ils peuvent le faire de façon relativement facile en respectant les lois. Pour tout ce qui est post-traitement et analyse d'information, c'est pas mal du travail d'équipe déjà. Donc, prend un certain niveau de spécialisation pour pouvoir post-traiter les données, faire des orthomosaïques, géoréférencer, faire des analyses pour savoir quels sont les problèmes, des analyses orientées à objets, des images. Donc, il faut avoir des connaissances en géomatique. Donc, ça, on apprend ça aussi. Et puis, est-ce qu'on peut penser que l'agriculture bio est une agriculture de proximité, de temps réel, de réaction? Alors, ils vont vouloir avoir des images de plus en plus récentes, de plus en plus captées. Ça, c'est probablement le plus gros défi. Ils ont besoin d'avoir leur information pour pouvoir poser des gestes dans le champ le plus rapidement possible. Donc, le futur va être au temps réel, oui. Est-ce que le temps réel va être une décision qui va se prendre à bord du drone, puis le drone va prendre une action, peut-être en partie. Est-ce que ça va être un jumelage de données transférées au sol, traitées sur un ordinateur au sol, renvoyer un autre drone ou un robot dans les champs qui va faire l'action? Peut-être ça aussi. Ce qu'on voit, c'est que le temps réel à bord, donc le temps réel sur le drone, est très souhaitable dans un futur quelconque pour que le drone puisse poser des actions intelligentes. Donc, c'est paradoxal, hein, parce que Frédéric, l'agriculture bio, on a le stéréotype d'une agriculture de l'ancien temps, alors que ça sera l'agriculture la plus technologique qu'on aura eue. Là. Oui, mais tu parles de bio, mais je veux dire sans intrants ou... Ouais, nous on travaille dans le bio, puis dans des cultures, la culture maraîchère et tout ça, parce que c'est des cultures à haute valeur. Les producteurs peuvent se permettre de payer pour des outils technologiques plus avancés, mais le futur va être aussi aux grandes cultures. On travaille déjà sur des projets qui vont affecter, qui vont faire intervenir les drones en grande culture. Ce qui était moins évident, je trouvais, il y a peut-être un 12-18 mois, mais ce qu'on va être capable de faire dans 12-18 mois, ça va être pas mal intéressant, surtout en analyse orientée objet. Peut nous faire un portrait de l'agriculture de précision, même le terme? Oui, l'agriculture de précision, ça englobe pas mal d'activités. Ça englobe tout ce qui permet de mieux connaître ton champ pour pouvoir cibler tes actions dans le champ. Idéalement, tu devrais pouvoir, parce qu'un champ, c'est comme une parcelle historique. Les champs ont été divisés de la façon qu'ils ont été divisés pour des raisons X, mais c'est pas nécessairement les unités qui sont les plus rationnelles en termes de fonctionnement au niveau agricole. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, la gestion c'est bien faite, mais il y a beaucoup de gaspillage, il y a beaucoup de gaspillage d'intrants. Donc tout ce qu'on met dans le champ, par exemple l'azote, le potassium et tout ça, les fertilisants, les pesticides aussi. Donc ça, c'est comme appliqué à qui mieux avec des moyennes qui se font sur toute l'échelle de la grandeur du champ, à l'échelle d'une période de temps là, qui est relativement grossière aussi. Pas trop, mais il y a moyen de faire mieux. Puis l'agriculture de précision, la promesse, c'est de pouvoir pas nécessairement augmenter la productivité des champs, c'est surtout de pouvoir mieux produire en utilisant moins de produits qui ont le potentiel d'être néfastes pour l'environnement. Donc, il y a toutes sortes d'outils qui rentrent en ligne de compte, mais l'identification géoréférencée des problèmes qu'on a dans le champ, c'est définitivement une partie importante. Alors, c'est pas juste une logique économique, bien que un rendement additionnel, c'est pas mal non plus. Hein? Avant tout, c'est pas une logique économique. Avant tout, c'est vraiment une préoccupation sur des processus
plus sain à l'intérieur de la ferme, puis avec les moyens technologiques qu'on a maintenant. Alors ça existe depuis environ, je dirais, une vingtaine d'années. 1995, c'est pas mal le moment où le professeur Bernard Panton, qui travaille à Agriculture Canada, avait pas mal lancé cette approche-là en agriculture. Puis graduellement, très graduellement, ça commence à prendre ça commence à s'enraciner, là, pour pas faire de jeu de mots. Toutes sortes de choses qui se développent autour de ça. Je suis allé à une conférence la semaine passée sur l'agriculture numérique et la robotique. C'était super intéressant. Il y avait un présentateur qui est venu d'Angleterre qui a parlé des petits robots. Donc, une échelle de robots intéressante. Puis ça, on le voyait venir. Donc, ce sont des robots qui sont beaucoup plus petits que les tracteurs de ferme qui sont autoguidés, qui s'en viennent autoguidés. La raison est la suivante, c'est qu'un des gros problèmes qu'on identifie maintenant en agriculture, c'est la compaction des sols. Les gros tracteurs, c'était la façon, il y a 40 ans, de maximiser son rendement à la ferme. Donc, tu achetais un gros tracteur, puis tu pouvais en faire plus avec moins de main-d'œuvre. Mais on s'est rendu compte qu'on massacrait les sols. On perdait 20% de son énergie et de son argent à refaire les sols qui étaient endommagés par les gros tracteurs. Le futur va être à des petits robots qui ont probablement la largeur de 2 à 3 rangs et puis qui vont faire toutes sortes de choses, évidemment, ils vont avoir des caméras, donc ils vont pouvoir observer et identifier des problèmes, mais aussi ils vont faire du sarclage, autrement dit, ils vont faire du désherbage, ils vont faire du travail de maintenance, puis ils vont récolter aussi en bout de compte éventuellement. Agriculture de précision, oui. Agriculture numérique, en fait, est-ce que c'est de l'agriculture de précision? Oui, parce que c'est guidé, ça a une certaine intelligence. L'agriculture numérique, oui, ça utilise des données pour mieux produire. Historiquement, la captation aérienne, c'était agréable, c'était presque parallèle. Toi, j'ai l'impression que tu te sens intégré dans tout ça. C'est une composante de la production, finalement. Quiconque se lance dans la dronautique, dans tout ce qui est relié au drone, doit réaliser une chose, c'est qu'un drone, pris tout seul, c'est juste un jouet. Il faut rattacher quelque chose en dessous. Il faut faire quelque chose avec le drone pour que ça ait du sens au niveau commercial. Donc, de notre point de vue, on s'est rendu compte, puis qu'on l'a sous-estimé au début, mais on s'est rendu compte qu'il fallait retourner à l'école, il fallait apprendre quelque chose autour des applications du drone dans le créneau qu'on avait choisi, qui était l'agriculture. On s'est vite rendu compte qu'il fallait qu'on contribue aussi. Alors, il fallait qu'on contribue de la recherche. On a participé à des projets de recherche. On en a initié quelques-uns concernant, je sais pas moi, la production de plans microtopographiques. Ça a été un projet qu'on a mené il y a 2 ans. On voulait démontrer que le drone était une solution viable pour la production de plans microtopographiques. Qu'est-ce que c'est? Alors, un plan microtopographique, c'est un modèle de surface, un modèle numérique de surface du sol à nu, qui nous permet de faire des plans de nivellement et des plans de drainage. Okay. Puis ça rentre dans les priorités du gouvernement, parce qu'un champ qui est mal nivelé, qui a des problèmes à ce niveau-là, puis qui a des problèmes de drainage aussi, ça amène toutes sortes de problèmes au niveau du ruissellement des produits chimiques dont on essaie de se débarrasser dans les cours d'eau. Alors, il y a une priorité là-dessus. Ça a été à la mode il y a quelques années, mais là, ça revient à la mode, mais c'est une mode raisonnée, donc c'est moins une mode, c'est plus, on voit ça comme étant une nécessité importante dans le cadre des priorités de réduction des pesticides. Alors, ça serait un des facteurs décisionnels, là, de vous voir arriver, vous, là, ce qu'on appelait les planches dans ma jeunesse, donc le nivellement plutôt que d'avoir bombé, là. Ouais, tu veux pas un champ bombé parce que le ruissellement tu veux pas un champ bombé d'abord. T'essaies d'ajuster le système de drainage pour qu'il se draine dans la bonne direction, il se draine bien, pour éviter que le ruissellement des pesticides ou des herbicides se rendent dans les cours d'eau avoisinants. C'est surtout ça. Donc nous, on arrive, puis avec l'imagerie aérienne et le post-traitement, donc un post-traitement photogrammétrique, on est capable de faire des modèles de surface des champs qui vont être utilisés pour faire des plans de nivellement. Et puis, nous, on voulait démontrer que ces plans-là étaient suffisamment précis pour les besoins agricoles sans mettre de points de contrôle au sol. Donc, les points de contrôle, ça, c'est des points qui sont géoréférencés très précisément avec des systèmes d'arpenteurs. Alors, nous autres, notre but, c'était, avec des systèmes de drones RTK, de démontrer que c'était viable de faire une passe avec un drone, produire des plans, puis qu'ils soient suffisamment précis. Donc, ça a été un des projets. Donc, on a eu du succès avec ça.
mais il y a toutes sortes de projets aussi qu'on doit mener de front, là, qu'on a mené de front en termes d'application, là, des drones en agriculture. Avant d'aller vers l'équipement, peut-être Ouais. résumer les facteurs décisionnels. On a donc la superficie. Est-ce que plus la ferme est grande, plus le cultivateur est intéressé? Ou... Oui, en fait, ça, c'est des facteurs décisionnels. C'est des facteurs qui, du point de vue du fournisseur de services, qui vont, si disons que le fournisseur de services, l'opérateur de drone regarde une liste de producteurs, il va chercher des producteurs qui ont une bonne superficie, une grande propriété, pas des petites fermes. Il va aussi regarder qu'est-ce qu'ils cultivent, ces producteurs-là. Donc, j'en ai parlé tantôt, c'est le vignoble, producteurs maraîchers, producteurs bio, eux autres, ils produisent des cultures qui ont de très haute valeur. Alors, eux autres, s'il y a un pépin dans leur champ, c'est un pépin qui coûte cher. Ça presse, ça coûte cher. Ça presse, ça coûte cher. Le rendement à l'acre est intéressant, puis... Il est intéressant. Donc, eux autres sont intéressés, en théorie, alors, il faut leur faire le pitch, mais ils sont intéressés en théorie à l'intelligence de leur champ, pour mieux comprendre le champ. En tout cas, s'ils sont d'affaires, ils veulent mieux comprendre. Donc, gestion de l'environnement. Donc, c'est quoi les préoccupations? Est-ce que le producteur il est sensible aux questions environnementales ou il s'en fout complètement? Lui, il s'en foutu de dépendre des pesticides avec un avion puis que ça arrose tous ses voisins ou il essaie de limiter ça. Nous autres, on a un client, puis lui, il a complètement changé sa façon de faire à cause qu'il s'est rendu compte qu'il répandait de la cochonnerie partout. Alors, est-ce qu'il y a cette sensibilité-là, le producteur sur ta liste? Est-ce que tu vas s'il l'a, ben, tu es candidat pour que tu l'approches pour essayer de manquer. C'est tous des facteurs, le facteur temps, précision, qualité. Si tu es capable, toi, en tant que fournisseur de services, de livrer à temps, de livrer avec une précision suffisante, pas trop suffisante, puis pas assez suffisante, pour que ce soit juste correct. Puis, qualité d'information. Donc, ça, on peut parler de les bandes spectrales. Est-ce que ta caméra multispectrale, sa résolution est suffisamment grande ou bien est-ce que sa résolution spectrale est suffisamment grande? Alors, c'est des facteurs pour voir est-ce que tu as besoin de t'équiper mieux pour subvenir aux besoins des producteurs. Donc, le maraîcher, c'est intéressant parce que c'est des très grandes valeurs de très grande fragilité, mais normalement, les superficies ne sont pas très grandes dans le maraîcher. Il y en a des très grands. Ah oui? Ah oui. Ben, on peut parler des maraîchers, on peut parler des maraîchers bio, que Bonduelle, donc la compagnie, la multinationale, la compagnie européenne, mais multinationale, va faire du Québec son garde-manger bio pour l'Amérique du Nord, à cause de la qualité des terres en Montérégie. Ça veut dire que les grandes fermes qui sont déjà là, très grandes fermes qui produisent déjà très bien, ben, on va en avoir encore plus, puis ils vont être encouragés à produire plus. Ils vont il y aura des incitatifs pour qu'ils prennent les meilleurs moyens là, pour produire. Donc, l'agriculture de précision va être étroitement liée à tout ça. Est-ce que tu as dit que le Québec était en retard? Et si oui, en retard sur qui? Ben, on est généralement, je pense que le monde le sait, on est en retard en termes de dronotique, généralement, là, sur l'Europe. Ouais, en dronotique et agricole, on a un retard, je dirais, grosso modo de 3 ans. Nous, on le constate si on compare ce qu'on fait en épandage, par exemple. En Europe, nous, on fait de l'épandage dans le domaine bio. Donc, on lâche des agents de bioprotection, donc des insectes bénéfiques. Ils font ça depuis un petit bout de temps en Europe. Ils sont pas un très grand nombre à le faire, mais il y en a qui le font en Allemagne, en Suisse, en France, en Italie. Est-ce que c'est la conséquence qu'au Québec, les terres sont relativement pas chères, très vastes, alors on peut compenser nos manquements de production par de la quantité, alors qu'en Europe, c'est des parcelles qui valent Ah ben, écoute, moi je le voyais plutôt comme, oui, ici on a moins de problèmes, par exemple d'irrigation. En fait, le problème, c'est des problèmes de drainage qu'on a au Québec. Moi je le voyais surtout comme étant un problème pas un problème, mais le fait que la dronotique a embarqué pas mal plus tôt là-bas. La réglementation s'est assouplie là-bas bien avant qu'elle s'assouplisse ici. Donc tout le phénomène drone a démarré pas mal plus rapidement là-bas. On est 4 ou 5 ans environ, on dirait. Oui, ben, tu vois, t'es mieux informé que moi, là. Si on arrive avec des solutions d'imagerie NDVI de leur culture, quel est le pourcentage des agriculteurs qui est équipé pour réagir à cette donnée-là? C'est une bonne question. Donc, NDVI, c'est un indice qui met en relation la bande proche infrarouge du spectre qui est réfléchi par les plantes qu'on est capable de capter avec des capteurs multispectraux. Donc, à quoi est-ce que ça sert? Ça sert à identifier des zones de stress dans les champs, plus qu'autre chose. Donc, on est capable d'identifier des zones de stress. Est-ce qu'on est capable d'identifier exactement la cause du stress? Pas vraiment. Il y en a qui mettent en relation
la bande proche infrarouge avec d'autres bandes qui sont capables de pas prescrire, mais identifier peut-être des manques d'azote. Mais ça, moi, j'y crois plus ou moins à ce moment-ci, là. On est en contact avec des gens à Agriculture Canada, puis c'est pas chose faite encore, le pouvoir prescriptif des caméras multispectrales puis des indices qu'on peut en tirer. Cela étant dit, oui, éventuellement, lorsqu'on va pouvoir identifier quelque chose avec une caméra, puis moi, les indices, c'est intéressant, mais moi, je penche plus vers l'imagerie à haute résolution puis l'analyse orientée objet pour identifier des zones à problème pour pouvoir, par exemple, cibler des applications de pesticides. Possiblement avec des drones, mais possiblement aussi avec des tracteurs, éventuellement avec des drones. Mais est-ce que cette chaîne-là, elle existe? Autrement dit, le drone est capable de capter un problème dans le champ. Est-ce qu'il est capable de passer rapidement l'information à un autre outil de la ferme pour poser l'action directement dans le champ? Pas aussi directement que ça, mais des applicateurs de pesticides, d'herbicides ou d'autres produits à taux variable, ça existe déjà. Donc, il y a tout un workflow à développer. Puis ça, c'est avec les équipementiers dans le domaine agricole, là. C'est avec eux autres qu'il faut s'organiser. Alors là, on lit le symptôme, il y a quelqu'un qui fait un diagnostic et puis les prochaines machines seront des machines d'intervention. C'est un travail d'équipe, c'est ça. Donc, c'est un travail d'équipe, c'est un outil d'aide à la décision pour l'instant. Donc, outil d'aide à la décision, là, il y a comme un trait d'union à chacun des mots, là. C'est une qualité d'information, un type d'information. Les agronomes, le producteur va regarder cette information-là, puis va prendre une décision au meilleur de leur connaissance. Évidemment, on voit ça venir. On est capable d'imaginer que l'intelligence artificielle, le computer vision, le temps réel et tout ça va se mettre de la partie éventuellement, puis le workflow va se simplifier. Mais pour l'instant, là, on est pas mal au début de ça. Parlons-en des machines. Qu'est-ce que vous utilisez chez vous? Si on veut couvrir de longues distances, ça va être évidemment les voilures fixes, donc des drones sur lesquels on est capable de mettre, par exemple, un capteur multispectral Sequoia, qui est capable justement de produire le NDVI dont on a parlé tantôt. Une durée de vol est d'environ 30 minutes. À 90 mètres, c'est 20-25 hectares. Pour de l'imagerie aérienne, grande surface, où la résolution est peut-être pas trop importante, où on a besoin d'une caméra multispectrale, mais ça va être le type d'appareil qu'on va utiliser. Puisqu'on fait de l'expérimental, souvent c'est sur des petites surfaces. Alors on va utiliser un multirotor, un petit multirotor. Nous, on apprécie beaucoup les produits 3DR, donc on a des appareils à base de Pixar, on a des drones, on a des solos, des petits quads qui vont quand même à 15 minutes. Ailes volantes, on a des Parrot, Disco. On a d'autres produits aussi, on a des ailes volantes Bormatech qui sont encore en chantier. Et puis, on a aussi des frames DJI, des hexacoptères S900 avec des systèmes d'épandage. Mais les systèmes d'épandage, c'est pas encore commercialisé. Ça va venir. On a passé 2 ans solides de tests en champ. C'est quelque chose qui éventuellement va venir. Capteur Sequoia, le type d'investissement que ça représente et les perspectives de rentabiliser. Oui, c'est un 5 000 canadiens. On l'a déjà rentabilisé. T'avouer que probablement pas. Mais c'est nécessaire. C'est comme un outil dans son coffre à outils. Puis pour l'instant, c'est nécessaire. Si on a un petit peu plus d'argent, on va se procurer le MicaSense. Le MicaSense qui a la bande bleue supplémentaire. Donc, c'est un petit peu plus cher. Il n'y a pas, le capteur RGB de souvenir. Donc, en haut à droite, j'aime beaucoup ça. C'est une espèce de cluster de capteurs. Alors, tu assembles, essentiellement, c'est un capteur qui est un ordinateur qui est connecté à d'autres capteurs. Donc, tu peux monter si tu veux. Tu choisis tes cellules puis tu te crées un système de capteurs. Donc, en bas à droite, ça, c'est un autre multispectral. Caméra thermique au centre en bas, un hyperspectral en haut. Puis, c'est un lidar en haut à gauche. Lidar, on va, par la bande encore, on va se mettre à travailler avec le lidar là, bientôt là, dans le cadre d'un contrat. Donc, ça va être intéressant. J'ai bien hâte de commencer à toucher à ça. L'hyperspectral, ça, c'est un petit peu au-delà de notre bourse. Ça coûte un petit peu trop cher pour nous autres, mais si on avait les applications, écoute, c'est sûr que c'est un achat que... Ça se loue peut-être, non? Ça se loue, mais après ça, tu as les assurances qui doivent aller avec. Alors, le milieu des assurances, comme les gens qui commencent dans le milieu on apprend assez vite que ou bien c'est pas disponible, ou bien ça coûte très cher.
Qui offre les formations quand on va chercher ces équipements de pointe-là? Est-ce que c'est le fabricant, le vendeur, ou est-ce que vous offrez la formation des gens qui s'équiperaient ainsi? Bien, on est toujours ouvert à répondre aux questions. On a aidé à mettre sur pied la composante dronautique de la formation qui va commencer à se donner par le CRAC. CRAC, qui est le Centre québécois de partage d'informations. C'est la plateforme de distribution d'informations sur tout ce qui est agricole, puis ils viennent de commencer un programme de formation en agriculture de précision, puis il va y avoir une composante de dronautique là-dedans. Donc, oui, on avait commencé à monter des cours pour ceux qui étaient intéressés, qui avaient ou bien une base en drone ou bien une base en agriculture, qui voulaient passer de l'un à l'autre. Alors, on est toujours là pour répondre aux questions, absolument. Le site web du CRAAQ, c'est CRAAQ. Les 5 questions. Oui, bien, c'est assez basic, mais on échappe ça des fois. Donc, c'est la donnée qui est la plus importante lorsqu'on travaille en agriculture, en dronautique agricole. Il ne faut pas se perdre dans les bébelles du drone. Ce qui intéresse le client en bout de compte, c'est les données, puis qu'est-ce qu'il peut faire avec ces données, quel genre d'action qu'il peut prendre dans son champ ou quelle valeur ça a. Quoi? Donc, c'est quoi la donnée? Est-ce qu'on a besoin d'une certaine résolution ou on a besoin d'une autre résolution? Le choix des capteurs va varier selon ce qu'on a besoin de faire. La mauvaise résolution, ça finit par coûter cher. Donc, trop de résolution, par exemple, il ne faut pas en donner plus que le client en demande. La précision, encore une fois, est-ce que la précision est si importante parce que un GPS RTK, ça a un coût, puis ça se charge au client. Donc, si c'est pas si important, faire 100. C'est sûr que toi, en tant qu'opérateur, ça t'aide aussi, la RTK, ça t'aide à faire des opérations plus sécuritaires, plus précises, mais en termes de production d'images, en bout de compte, tu peux pas charger pour du RTK si c'est pas ça qu'il y a besoin. Puis la résolution temporelle, on en a parlé tantôt. Donc, c'est quoi la fréquence? Mais ça, c'est pas, encore une fois, c'est des questions, des réponses qui se génèrent en équipe. Donc, les équipes producteurs, agronomes, souvent géomaticiens, opérateurs de drones, et ainsi de suite. Pas un travail solitaire, le travail en dronautique agricole. Dans les cours de facteurs humains, on dit que la gestion du risque, c'est toujours de chercher l'équipement minimum pour faire un travail de qualité. Ouais. L'opérateur possède un éventail d'outils, mais toujours aller chercher le moins cher, le plus faible masse, le plus simple. Toujours, en gestion de risque, c'est important. C'est un réflexe qui est un peu contraire à certains réflexes technologiques qu'on a, d'arriver suréquipé. Exactement. Nous autres, c'est sûr qu'on travaille beaucoup on travaille encore dans l'expérimental. Alors, on va aller overkill, c'est sûr, pour pouvoir finir par identifier c'est quoi la palette optimale. Donc, il faut aller des deux bords. Il faut aller en dessous, il faut aller au-dessus, puis on va arriver avec au point Goldilocks, comme on dit, au juste milieu. Mais il faut, lorsqu'on vend ces services, il faut connaître c'est quoi ce juste milieu-là pour le besoin du client. Puis, il faut lui offrir ça. Tout ça dans le contexte que générer de la donnée, c'est coûteux. C'est coûteux à générer d'abord, donc on a monté un appareil pour aller produire les données. C'est coûteux à conserver par la suite aussi. On connaît les problèmes d'accumulation de données. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les données en bout de compte? Comment on les store? Comment on les partage? Donc, tout ça a un coût, donc il faut bien s'aligner, bien comprendre c'est quoi le besoin. À qui appartient-elle, la donnée, une fois qu'elle est captée? C'est super intéressant comme question. Ça, on l'a eu la semaine passée. La semaine passée, je faisais partie d'un panel, justement, au colloque dont j'ai parlé, là, le colloque sur la robotique puis l'agriculture numérique. Puis ça a été une question qui a été posée, puis je continue à y penser une couple de jours après. C'est pas évident. La réponse qu'on a donnée ce jour-là, c'est pas mal du cas par cas. Donc, tu prends une entente avec ton client, puis tu t'entends à qui appartient la donnée. Nous autres, habituellement, on se réserve un droit d'usage, veut pouvoir utiliser les données pour continuer notre recherche, pour pouvoir la tester. Puis on veut se réserver aussi l'utilisation des données pour de la démonstration aussi, donc pour montrer ce qu'on fait. Il y a beaucoup du cas par cas, mais c'est délicat. Il faut faire attention. Il y avait aussi le point, la distribution des données. Donc, les plateformes de stockage de données, il y a Drone Deploy, il y a toutes sortes de
de services en ligne pour l'agriculture et les images matricielles qui sont captées par drone, c'est un petit peu délicat, ça. Il faut vraiment informer le client, le producteur, que lorsqu'il met ses images, par exemple, sur la plateforme de la Coop fédérée ou sur Drone Deploy ou autre, les images finissent par être sur des serveurs aux États-Unis ou ailleurs. Il y a une petite composante de risque si il veut pas que ces données-là aillent plus loin. Ma réponse est un petit peu circulaire, là, mais... Si on prend un scénario un peu machiavélique là qu'on a entendu, est-ce que Monsanto, par exemple, pourrait venir en déduire que certaines de leurs propriétés intellectuelles sont utilisées dans des champs sans redevance et tout? Ce qui arrive, c'est que c'est des données un petit peu délicates dans le sens où tu montres quelque chose, puis la chose est géoréférencée. Donc, c'est un petit peu comme si tu prenais des photos de tes empreintes digitales, tu les mettais. Donc, pour un producteur, c'est son identité, son champ, alors ce qu'il met dedans, alors son secret commercial. C'est quasiment ça. Donc, très facile avec un géotiff, là, le produit numérique qui sort très facile d'identifier où est le champ, puis ainsi de suite. OK, parlons-en du type d'image. Qu'est-ce que tu collectes en termes de fichiers, là? Ça ressemble à quoi? C'est des photos, c'est des films? C'est des photos qui sont prises à des points géoréférencés, qui sont pas nécessairement précis au niveau ou connus, du moins, dont la géolocalisation est connue au moment de la capture, de la captation, mais qui va être géoréférencée par la suite avec les logs de l'appareil. Donc, c'est une série de photos. C'est une série de photos capturées par intervalomètre. Ça veut dire que à une certaine fréquence, ou bien ils sont captés à des points précis. Donc, le drone connaît son emplacement, puis il juge que c'est le moment de prendre une photo pour s'assurer que le recouvrement des images va être suffisamment grand pour créer une orthomosaïque là, dans le processus de photogrammétrie. Ça, ici, on voit un logiciel de post-traitement photogrammétrique. Ce qu'on voit, c'est comme l'assiette du plan de la caméra. C'est pas évidemment la superficie de l'image, les petits carrés bleus qui sont là. Autrement dit, on appelle ça la géométrie. Alors, c'est le logiciel qui est capable de savoir comment le drone était orienté. Donc, on peut voir ici que le drone était probablement en train de voler. Si la caméra était droite, on voit qu'il y avait probablement un petit peu de vent parce que la caméra semble être croche dans un sens, puis qui gardait tant son cap dans la même direction. On peut déduire certaines affaires dronotiques par rapport à ces images-là. Puis après ça c'est des JPEG traités dans le logiciel de photogrammétrie. On crée avec ça une orthomosaïque géoréférencée, donc une mosaïque. Ortho, ça veut dire que la grande image de la mosaïque va être rectifiée pour qu'on observe le sol comme si on était à l'infini dans le ciel. Donc, c'est en angle droit parfait. Pas de perspective du tout, là. C'est aucune vraiment perspective, c'est en angle droit. À la normale du lieu. En plongée parfaite. Et puis, les couleurs aussi sont ajustées. Pour le meilleur et pour le pire, des fois, ça occasionne des problèmes lorsque les couleurs sont réglées. Et puis là, là, on voit ici quelques petits exemples d'utilisation. Il n'y a pas des couleurs pour faire beau, mais des couleurs pour que ça parle, c'est ça? Bien, ça ici, c'est RGB. Alors, les exemples que tu as montrés, c'est les couleurs au meilleur de la capacité du capteur, là, de reproduire les couleurs telles que nous, on les voit avec nos yeux. Les bandes spectrales qui sont mises en relation comme le NDVI. Ça commence à deuxième image, donc celle qui est comme bleu pâle dans le fond. Là, ça, je pense que c'est seulement le proche infrarouge. Dans le fond, c'est le RGB normal. Puis celle du dessus, de souvenir, c'est un NDVI. On peut pas savoir c'est quoi l'indice, parce que les couleurs sont arbitraires. C'est des couleurs qui sont choisies. Traditionnellement, c'est l'espèce d'échelle qu'on voit à gauche. C'est la tradition du NDVI à l'époque des films Kodak au début des années 70. Là. C'était un petit peu particulier, mais maintenant, on peut mettre n'importe quelle couleur. Puis on utilise les couleurs qui nous semblent les meilleures pour mettre en contraste ou mettre en évidence ce qu'on cherche à observer. Mais c'est tout important, quelques couleurs que ce soit, qu'on ait l'échelle des couleurs, évidemment, qui fait partie de l'image. Donc, cette image-là, c'est à la fois l'échelle à gauche et l'image du champ. On a besoin des deux pour la décoder. Maintenant, on ne sait pas ce qu'on regarde. On voit qu'il y a une variation dans le champ. Mais maintenant, au niveau des connaissances actuelles, il faut que tu te mettes tes bottes puis que tu ailles voir dans le champ, tu ailles observer qu'est-ce qui explique la variation dans le champ. Il y a quelque chose, allons voir.
Il y a quelque Plutôt chose... que de ne pas savoir s'il y a quelque C'est chose. ça. Mais il y a certains algorithmes maintenant, apparemment, qui sont capables des algorithmes européens qui sont intégrés dans les outils Pix4D, les outils de photogrammétrie. On peut peut-être parler de logiciels. Pix4D, c'est probablement les principaux. Le logiciel qu'on a vu tantôt, c'était Photoscan d'Agisoft. C'est un compétiteur. Mais apparemment, maintenant, Pix4D a un algorithme qui permet d'identifier les zones, de segmenter les zones selon les besoins en azote. Alors, on ne pourrait pas dire, sans avoir d'échelle, sans plus de connaissances, que la zone bleue qu'on a sur la droite du champ, c'est une zone humide qui est froide par rapport au reste. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais. Il faut vraiment... Si j'étais vraiment dedans, évidemment, je pourrais le savoir si j'étais dans le processus, mais ça, c'était surtout une image pour illustrer le fait qu'avec certaines bandes spectrales, on peut mettre en contraste certains phénomènes dans le champ. Ce qui est intéressant avec le proche infrarouge, c'est que ça te permet de voir, je veux dire, à l'écran, lorsque tu captures l'information, permet de voir des choses que tu peux pas voir à l'œil nu dans le champ. Donc, s'il y a un stress qui est causé par X facteurs et que ça fait en sorte que la plante est moins saine, la plante va avoir de la misère à réfléchir l'énergie dans le proche infrarouge. Ça fait que la plante, il faut qu'elle s'en débarrasse. Si elle absorbe le proche infrarouge, elle va cuire la plante. Une plante saine est capable de réfléchir le proche infrarouge de façon relativement standard. Si elle n'est pas capable, ça veut dire qu'elle a un problème de santé. Mais on n'en sait pas plus. Le producteur, lui, il a le bénéfice de l'historique de ses champs. Il connaît un vieux producteur, il connaît ses champs parfaitement. Puis déjà, on peut dire que l'image va venir affirmer l'évident de son point de vue. Là. Il va venir puis il va dire, ben oui, mais c'est sûr, j'ai une faille dans mon champ à cet endroit-là, il y a de l'accumulation d'eau, puis ça pousse mal. Donc, on peut peut-être dire ça, mais souvent, nous, on a vu des producteurs qui étaient capables de voir, qui voyaient des choses dans leur champ, qui ne savaient vraiment pas c'était quoi. Puis, à un moment donné, on avait fait des présentations autour de la table à dîner de résultats de ce qu'on avait fait. Puis, le producteur capotait, il a fait venir son fils qui était en charge des opérations sur la ferme. Il dit, c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui est arrivé là? Je pense que c'était dans le champ de choux qu'on a vu tantôt. Il y avait eu un déversement d'un produit quelconque, puis ça avait complètement brûlé le centre. Mais ça, on ne voit pas ça du bord de la route. Non. Alors, tout à l'heure, Frédéric, tu parlais de résolution. Est-ce que cette photo-là exprime le concept de résolution? Ça dépend de ta perspective. Ça, c'est une résolution qui est très fine si tu parles d'action. Alors, en fait, si tu parles d'agriculture de précision puis que tu veux poser certaines actions dans ton champ, ça, c'est quand même un quadrillage assez serré. Mais en termes d'observation de la réalité au sol, c'est définitivement grossier. Ça, ici, c'est plus fin au niveau de la résolution spatiale. Alors, on voit les choses en détail, mais évidemment, ça nous informe. Il va falloir aller un petit peu plus grossier pour pouvoir diriger les actions au champ, quel qu'il soit. Là. Maxime Cadotte demande pour le Sequoia, le capteur Sequoia, est-ce que le senseur de référence au-dessus du drone permet de compenser les variations d'humidité, les conditions? Il sert à quoi, en fait? Ça sert, il sait quelle est la luminosité. Il connaît c'est quoi sa luminosité. Est-ce qu'il va compenser? Probablement dans le mix, il va y avoir un ajustement. Il y en a qui disent que c'est un outil de calibration. C'est pas un outil de calibration. La calibration des blancs, c'est quelque chose de différent. Ça va faire jouer l'intensité au niveau du post-traitement? Je suis pas certain. On a ici les avantages, les atouts de la dronautique agricole, notamment la précision, les constats. Ça ici, le premier point, c'est comme une application qui est beaucoup moins... c'est la promesse dans le sens large. Donc, on peut localiser des effets de bioagresseurs. Donc, qu'est-ce que c'est les bioagresseurs? C'est les pestes, donc les ravageurs, ou bien même les mauvaises herbes. On peut évaluer les pratiques culturelles. Autrement dit, si on veut mesurer une nouvelle méthode qu'on veut appliquer en champ, on a vu des producteurs qui voulaient documenter comment ils faisaient avant, puis c'était quoi l'effet de leur nouvelle méthode. Évidemment, tu feras pas ça en grande culture. Tu pourrais le faire en grande culture, mais tu tournes pas sur un dixaine en grande culture. Ce serait plutôt en maraîcher. Un exemple plus précis, peut-être l'état des laitues après une période de pluie de 3 semaines sans fin, et puis là, on va les perdre. L'exemple que je peux te donner dans un changement
méthode de processus, c'est on avait un producteur qui voulait mesurer l'efficacité d'une nouvelle façon de couper ses laitues. S'il coupait ses laitues d'une certaine façon, il affectait les racines, puis il y avait des infections qui se faisaient, où il y avait des champignons qui se formaient dans les racines au niveau du désherbage. Il était en mesure de constater que ces pommes de laitue, ils s'affaissaient en un certain temps. Il voulait voir si sa nouvelle méthode de sarclage ou de désherbage était efficace. Autrement dit, il voulait savoir s'il tuait moins de laitue. Puis c'est un bon moyen de le faire avec l'imagerie aérienne. Il y a des producteurs qui vont vendre leur production des mois à l'avance sur un marché boursier. Est-ce que tu as fait des études de prédiction de rendement? C'est un autre besoin qui a été exprimé, celui de pouvoir estimer ce qui allait sortir du champ, c'est à l'avance, pour pouvoir entrer dans le marché et pouvoir compenser si on n'était pas capable d'obtenir de son champ tout ce qu'on avait vendu à notre client. Plutôt que tu es capable de rentrer sur le marché, plus c'est à ton avantage. Donc, longue histoire courte, si tu es capable d'avoir une estimation de ton rendement à l'avance, autrement dit, si tu es capable de dénombrer tes plants, puis même encore mieux, si tu es capable de mesurer tes plants à l'avance, puis savoir le tonnage que tu vas sortir de ton champ, tu vas avoir un avantage sur le marché. Alors là, présentement, il y a des capteurs de rendement sur les tracteurs. Donc, autrement dit, il y a façon de mesurer le rendement dans les champs, mais évidemment, sur un tracteur, un capteur de rendement, c'est seulement au moment de la récolte. Pour tout ce qui est de ce jeu-là, d'aller sur les marchés, puis d'essayer de compenser pour un manquement, le capteur de rendement ne t'aidera pas. OK. Puis il faut quand même livrer aussi Dame Nature. Puis il y a quand même... il faut livrer toutes sortes de facteurs, mais en tout cas, c'est une des applications qu'on a trouvé super intéressante. On a ici une étude de rendement de maïs, là. Ça, ces mises en situation-là sont assez générales. On voit ici 3 observations du rendement de maïs. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec un drone, avec l'imagerie, qui conférerait un avantage à un producteur? Donc, on peut faire une estimation de la vigueur. Donc, on a parlé du prochain infrarouge. La vigueur, est-ce qu'il y a du stress? Il y a des zones de stress? Y a-t-il des choses à faire qui sont plus ciblées dans le champ? On peut faire la décompte de plants. Ça, c'est des algorithmes qui existent déjà. Donc, on peut identifier, on peut faire de l'analyse, entre guillemets, de l'analyse orientée objet. C'est de la géomatique assez pure pour connaître la densité des plants. Avec la modélisation de surface, donc avec la photogrammétrie, avec ce dont on a parlé au début, là, les plans microtopographiques ou les plans de surface, on est capable de mesurer la hauteur des plants. Donc, si on connaît la hauteur du sol sous les plants, on est capable de créer des plans avec une prise de données en milieu de saison. On est capable de mesurer la hauteur des plants. Donc, on est capable d'avoir aussi un indice de vigueur par la hauteur. Qu'est-ce que vous faites au niveau du contrôle des mauvaises herbes? La promesse de ça est immense, puis ça va être probablement une des incursions là, dans la grande culture là, pour tout ce qui est drônotique en termes de lecture, d'identification des zones où il y a des mauvaises herbes et après ça, application, puis on le souhaite aussi, application par drone de produits herbicides plus ciblés. Donc, on n'est pas encore dans les grandes cultures. Les grandes cultures, c'est pas quelque chose dans lequel on travaille encore, mais disons, on travaille en amont dans le sens où là, on regarde comment on peut développer des algorithmes pour identifier les mauvaises herbes selon les conditions qu'on a ici au Québec. Est-ce qu'on peut dire que le drone n'est pas à la veille de supplanter l'avion sur des grandes infestations où il faut des images de kilomètres et de kilomètres pour voir? Tu parlais tout à l'heure de données. Est-ce que les données vont se parler à un moment donné, un peu comme l'ADSB dans l'espace aérien, où on va finir par avoir une image vivante de toute une province à partir de tous les opérateurs de drônautique agricole? Ben ça revient à la question de tantôt, à qui appartiennent les données, là. Je ne sais pas s'il va y avoir une mise en commun comme ça. Ça dépend comment gros la Coop fédérée devient. Bien, s'il y a quelqu'un d'autre qui va... Il y a toutes sortes de projets de géomatique, Géomont aussi, un plan des champs. Mais écoute, les champs sont tellement variables, les rotations des cultures et tout le reste. Sur la ferme, les outils qui sont robotisés, comme les drones, puis même le drone lui-même, tout seul, est-ce qu'il va faire plusieurs actions? Est-ce qu'il va avoir plusieurs responsabilités? Puis est-ce qu'il va parler aux autres robots de la ferme, aux autres outils de la ferme qui vont avoir un certain degré d'autonomie? Ben, c'est ça vers quoi nous autres on travaille, là. Ça, on le voit. On voit le besoin. Juste à bord d'un seul drone, le multitasking à l'intérieur d'un drone, toutes sortes de choses qu'on peut faire, là. On peut avoir un drone qui fait la reconnaissance d'objets par lui-même. Donc, avec ses caméras, il est capable d'identifier ce qu'il observe, puis prendre des décisions selon ce qu'il observe. Mais le drone va choisir le meilleur itinéraire pour faire la job qu'il a besoin de faire. Donc, il va pouvoir épandre, il va pouvoir faire de l'analyse en temps réel d'images, mais le produit final, ce ne sera pas
une orthomosaïque, ça va être un itinéraire de vol. Tout ça, ça va avoir lieu, ça va être super excitant. Un genre de gestion de risque, finalement. L'énergie va aller là où le risque est. Une gestion du travail. Gestion Je du vois travail. plutôt une gestion du travail. Tu as besoin que le drone il en fasse le plus possible, qui niaise le moins possible dans le champ. Donc, il va faire une capture d'image, il va faire une analyse d'image en vol, puis là, il va cibler lui-même la zone où il y a un problème de mauvaises herbes, où il va identifier les ravageurs. Où est-ce que le drainage rencontre la dronotique? C'est une question pour l'identification des drains, une activité assez classique, c'est de timer, comme on dit en bon français, sa captation pour qu'elle soit juste après les pluies, pour pouvoir voir où il y a des problèmes de drainage par le contraste entre le sol qui est plus clair, qui est sec, et puis le sol qui est plus foncé, mouillé. Tu as besoin, donc, mais c'est le pourquoi, là, le premier point. Pourquoi on va avoir un sol qui est bien drainé? S'il est mal drainé, ben, tu vas avoir des problèmes au niveau des semis. Tu ne pourras pas rentrer dans ton champ avec ta machinerie lourde pour aller mettre ton semis. Ça, c'est un gros problème. Puis, si tu y vas trop tôt, si tu es tenté d'y aller trop tôt, ben, tu vas probablement créer des problèmes de compaction. Puis, généralement, ben, si tu as un problème de drainage, tu as difficilement accès à ton champ. Et j'imagine que ça nous amène au nivelage aussi. Le drainage-nivelage, c'est un peu relié quand même, là. Il y en a de cause à effet. Oui, je pense écoute, je suis pas agronome. C'est pas mal dans des activités séparées. Tu as des gens qui se spécialisent dans les activités de nivelage. Puis évidemment, ben, le système de drainage, c'est quelque chose assez, au niveau de l'infrastructure de la ferme, là, c'est quelque chose d'assez impliquant. Là. Tu nous en as parlé, mais si tu nous faisais dresser le portrait de la comparaison entre captation par drone, captation par avion et même par satellites orbitaux, ouais. Les grands avantages, les inconvénients. Chacun a des avantages, chacun a des inconvénients. L'inconvénient du satellite, à part le fait qu'il coûte un certain prix, puis que sa résolution est relativement basse pour le moment, apparemment il y a des promesses de très haute résolution d'images par drone, c'est qu'il y a toutes sortes d'interférences atmosphériques avec les images captées par satellite. Il y a des risques de nuages aussi. Évidemment, les satellites s'ils ne sont pas géostationnaires, sont sur des cycles. Seulement, ils sont sur des cycles, donc tu ne peux pas capter en tout temps. Mais quand même, si par exemple, tu es un consortium de producteurs puis tu veux avoir un snapshot de la région, c'est définitivement moins coûteux que faire rentrer un drone puis couvrir chacun des champs, tous les clients du consortium. Si on veut quelque chose de grossier, un snapshot du moment. Le drone, évidemment, ben, c'est la résolution, c'est la finesse spectrale est bien supérieure sur les satellites. Alors, on s'entend que ce sont des capteurs qui sont définitivement plus performants. Ce qui est capté, on peut être assuré que c'est ce que ça dit que ça capte. Mais il faut faire attention, puisque la résolution spatiale elle est différente que celle des capteurs attachés sur ces drones, ça capte pas vraiment la même information, dans le sens que tantôt on parlait du NDVI. Un NDVI qui est produit à partir d'imagerie satellite, lorsqu'on a du 30 mètres par pixel dans ton image, ça va pas montrer la même chose que lorsqu'on a du 1 cm par pixel. On va voir à l'échelle de la plante, par exemple. Donc, on voit le NDVI, pour les géomaticiens, lorsqu'on parle de NDVI, ils parlent de mesure de chlorophylle. Parce que là, ils parlent ils regardent des forêts. Je veux dire, leurs images, ils regardent une forêt, c'est riche en chlorophylle dans cette forêt-là. Alors, 100 mètres, c'est en masse, là. Oui, tandis que nous, on regarde quelque chose de différent avec le NDVI. Puis même, je veux dire, le NDVI, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure chose à utiliser, par exemple, dans un champ de patates. C'est pas ce qui va te permettre de mettre en relation les bandes spectrales. C'est pas la chlorophylle que tu vas voir, c'est essentiellement le différentiel de stress de tes plantes dans ton champ. Où est-ce que ça s'en va, donc? Dans le cadre qualitatif, on est encore dans l'outil d'aide à la décision pour ce qui est des images captées par drone pour des applications en agriculture. Si outil d'aide à la décision, on ne peut pas faire de corrélation finale. Autrement dit, on ne peut pas faire de diagnostic. On ne peut pas poser un diagnostic à distance avec une image. Au niveau quantitatif, maintenant, on peut dire qu'au niveau de la photogrammétrie, comme je l'ai décrit tantôt au début, c'est une application très bien définie. Là, tout ce qui est création de plans numériques de surface puis de sol. On est capable aussi de faire de la volumétrie. Ça, c'est par la bande, c'est les mêmes processus photogrammétriques. Donc, on est capable de calculer des volumes. Ça, c'est très quantitatif. Il n'y a pas de marge d'erreur. On peut faire de l'analyse orientée objet déjà, mais ça dépend des algorithmes d'interprétation, d'analyse des images. Donc, ça, il y a du travail à faire là-dedans. Mais c'est lorsqu'on a un algorithme qui fonctionne, par exemple, du dénombrement ou d'identification de mauvaises herbes, à partir d'images haute résolution. Ça,
ben, on va de l'avant avec ça. Je veux dire, on regarde l'image, si on a un doute. Seulement ces systèmes-là, ben, c'est des systèmes qui sont ajustables et qui apprennent aussi, surtout avec la dimension d'intelligence artificielle qu'on connaît maintenant. Alors, la volumétrie, on la conçoit bien quand on parle de mines, de montagnes, de résidus et Exact. tout, mais Des vous tas de autres, vous roches. faites de la volumétrie sur du plan, finalement. On n'en Ça. fait pas de volumétrie, en fait. Ah, Je le mets là parce OK. que ça va ensemble, mais nous, on fait pas de volumétrie, non. Ça serait On peut-être en pourrait. forestier, peut-être? Ben, c'est dans les mines, c'est dans les Oui. carrières, c'est dans les... En termes de dronautique agricole, est-ce qu'il y aura un jour de la volumétrie? tas de fumier. Ah oui, There you ouais, go. ça peut être Euh, possible aussi. tout ce qui s'appelle tas. Ouais. Puis, ben, dans le quantitatif, j'ai mis dans la colonne quantitative dans le sens où tu le fais ou tu le fais pas, tu épands ou tu épands pas, puis tu connais les volumes de ce que tu peux épandre. C'est quelque chose qui se fait sans problème. Mais évidemment, le débouché pour l'épandage, il n'est pas encore évident, tant aussi longtemps qu'on n'aura pas la chaîne de travail où on est capable de cibler l'endroit. Moi, je ne crois pas qu'un drone de 23 ou 25 kilos, qu'on puisse aller épandre à la grandeur totale d'un champ, ça va être nécessairement, je pense, moi, du dépendage ciblé. Oui. Puis ça, il y a la composante d'identification de la cible qui reste à faire. Puis dans le futur, ben c'est ça, continuer à développer on parle beaucoup de capteurs, on parle beaucoup de drones dans les airs, mais il ne faut pas oublier que le drone, c'est un mode de transport avant tout. Le mode de transport permet, en tant que mode de transport, on peut penser que le drone peut circuler à différents endroits du champ, se déposer dans un coin pour aller capter une information du type pH du sol, humidité, taux d'humidité, température, même déposer un microscope pour aller voir la texture du sol. C'est de l'information qui sont extrêmement intéressantes et pertinentes pour les producteurs. Donc, oui, dans le futur, on va voir des applications, des composantes comme celle-là. Qu'est-ce que tu dirais, Frédéric, à quelqu'un qui veut se lancer là-dedans? Ça l'intéresse, il trouve ça passionnant, il n'en a pas fait encore, et la première étape, il commence où? Bien, sachant qu'on s'adresse à des gens qui sont en aéronautique, évidemment, on prend pour acquis qui maîtrisent cette partie-là. Mais des atouts évidents, c'est de connaître ce qui se fait au niveau de l'imagerie. En termes de capteurs, du potentiel, de la photographie scientifique, entre guillemets. Là. Connaître aussi la photogrammétrie, donc le post-traitement à un premier niveau. Pas nécessairement l'analyse finale, donc l'identification des mauvaises herbes, où on ne parle pas de biologie végétale nécessairement, mais on parle de pouvoir faire des mosaïques. Puis au niveau de l'agriculture, c'est sûr que, écoute, si tu as cette corde-là à ton arc, c'est parfait. Je veux dire, c'est excellent. Alors, l'agriculture, évidemment, c'est un domaine assez large, mais si tu as des notions, c'est excellent. Le géomatique, c'est probablement une des forces les plus souhaitables. Puis, le génie, ben, on apprend, disons, sur les systèmes d'épandage, mais on va assez loin dans le développement. Ça peut être utile aussi. Savoir que ça existe, que c'est une discipline qui existe. C'est une discipline, puis comment ça peut interagir avec tout ce qui est drone puis dronatique. Puis des gens qui n'ont pas ça, ils commenceraient où? Oh boy, passer plusieurs heures à l'université dans la bibliothèque, puis s'informer. Aller voir un bibliothécaire dans un département ou bien de géomatique ou bien d'agriculture. Aller à McDonald's, si on parle l'anglais. Le collège McDonald's, qui est le campus d'agriculture. Puis s'informer sur ce qui se fait. Il y a un département de génie des bioressources à McDonald's qui est extraordinaire. Ils font toutes sortes en tout cas pour les bébelleux, là, puis les bébelleux qui s'intéressent à l'agriculture, c'est génial. Ils font toutes sortes de choses. Donc, tout ce qui est tracteur autoguidé, géomatique avancée, intelligence artificielle, computer vision et tout ça, ils font ça là-bas. Oui. À propos de multispectral, ça va rester en surface hein, quand même. On ne peut pas détecter des choses souterraines avec ça. Là. Le multispectral, ça reste relativement en surface. Hein. Ça reste en surface. On voit les effets. On voit les effets de ce qui peut se passer sous le sol, mais c'est de l'énergie qui rayonne. Hein. On voit, si le sol est très chaud, on va le voir réagir d'une certaine façon. On va déduire. On va pouvoir, c'est ça, c'est par incidence qu'on va pouvoir voir ce qui peut se passer, mais on ne voit pas dans le sol. C'est pas comme un radar. Il y a des micro-ondes, il y a des satellites qui ont des micro-ondes qui sont capables d'aller voir certaines profondeurs. Je ne sais pas c'est quelle profondeur, mais c'est pas ça du tout. Il y a quelqu'un qui a dit ici, c'est agréable de voir, là, je vais le paraphraser, l'extension du drone. Alors, le drone, c'est du pilotage, mais là, tout ce qu'on peut faire avec,
tous les grands services qu'on peut rendre aussi. C'est vraiment ça la passion du drone aussi, hein. Aujourd'hui, c'est intéressant, hein, tu faisais de captation de ces grands fouettes-là, les grandes plumes là, qu'on appelle. On fait d'identifier le phragmite exotique. Donc, c'est cette espèce d'herbe qui pousse partout maintenant, qui a remplacé les autres roseaux. C'est un roseau sur le bord des autoroutes, mais aussi partout dans les champs. Qui fait les grands plumeaux un peu beige Ouais, la qu'on va plume mettre dans les foncée. salons, là. Ouais, Ouais. c'est super beau, mais c'est un fléau. On essaye de voir d'abord si on est capable de les identifier facilement par imagerie, puis de différentes façons. Donc, on essaie de les identifier au niveau de leur spectre. Ça, on a travaillé avec l'Institut de recherche en biologie végétale de l'Université de Montréal. On a fait un projet l'an passé qui va probablement se poursuivre cette année. Puis là, j'essaie de faire des tests pour voir si on est capable de l'identifier par analyse orientée objet. Autrement dit, avec une image de très, très haute résolution, si on est capable de détecter un pattern dans sa structure qui serait facile à déceler dans une image. Que l'analyse orientée objet, c'est ce qu'on appelle la photogrammétrie? Non, c'est en deuxième instance. La photogrammétrie, c'est l'utilisation de plusieurs images et on les reconstitue avec un logiciel pour créer une grande image qui couvre toute la surface qu'on a volée avec toutes les images. Puis la photogrammétrie nous permet de faire des orthomosaïques. Donc ces mosaïques-là, c'est comme ce que j'avais décrit tantôt, ce qu'on en a vu. On en a vu plusieurs exemples. C'est la grande image de toute la zone couverte. Mais un processus photogrammétrique adjacent à la photogrammétrie qui s'appelle le Structure from Motion permet de faire des modélisations numériques de surface. Donc, ou bien la surface des plans, ou bien la surface du sol. L'avantage de ça par rapport, par exemple, au LIDAR, qui nous permet de faire de la modélisation de surface, c'est que la résolution est beaucoup plus grande, pas mal moins cher de le faire avec des images photographiques. Puis la résolution avec la précision avec un RTK, elle est excellente. Alors, pour la plupart des applications en agriculture, c'est super. Donc oui, la photogrammétrie, cherchez sur Wikipédia, je vous dirais, faites une petite recherche de base, là, vous allez voir de quoi ça retourne, mais c'est fondamental. Puis les logiciels qui permettent de faire ça, il y en a quelques-uns. Il y a Pix4D, qui est le logiciel principal, c'est un logiciel suisse, français, je me souviens plus. Il y a le logiciel russe Photoscan de la compagnie Agisoft. Puis il y en a un autre, c'est une compagnie montréalaise, Correlator 3D. C'est proche du Vieux-Port, non? Ils sont dans le Vieux-Port, eux, non? Saint-Paul, oui. Ouais. Pas Saint-Paul, mais dans le Vieux-Montréal. Donc, SimActive Correlator 3D. Belle compagnie, beau produit. C'est assez musclé comme produit. Donc, ça, c'est les trois logiciels que je connais. Il y a probablement des logiciels en ligne là, comme Drone Deploy qui permettent de faire de la basse résolution, mais ça finit par coûter très cher si on va dans la très haute résolution. Alors, Frédéric, merci pour ta générosité, ta Oui. passion. C'est vraiment contagieux et puis ça a été vraiment agréable. Merci. Voici qui complète cette entrevue avec Frédéric Jean de Canopé en espérant que vous avez apprécié. Les gens qui ont des questions sur l'utilisation des drones au Canada ou au sujet des formations professionnelles offertes par le CQFA peuvent nous écrire à info@cqfa.ca. Fondé il y a plus de 50 ans, le CQFA offre toute une gamme de formations pilotage de drones. Ce sont de belles formations agréables et suivies dans le confort de votre salon à votre rythme. Aujourd'hui, des milliers de gradués du CQFA sillonnent le ciel de la planète. Vos professeurs sont des spécialistes de carrière, de renommée internationale et votre accès dure 2 années entières de façon à vous accompagner pendant les changements réglementaires et ce, sans frais additionnels. Les questions que vous pouvez nous poser sont illimitées en quantité, en sujet et en temps. On retrouve d'abord le cadre réglementaire des drones légers qui dresse un portrait très complet de l'usage récréatif de petits drones. Ceux et celles qui désirent se lancer dans le monde des professionnels continuent leur étude avec le forfait théorique en ligne. Les formations que ce forfait comprend amènent les apprenants fins prêts à réussir l'examen de Transport Canada menant à l'obtention du certificat fédéral de pilotage d'aéronefs sans pilote. Encore une fois, vous pouvez nous poser un nombre illimité de questions et il nous fait toujours plaisir de vous répondre et de prendre de vos nouvelles. Merci pour votre attention, à bientôt et bon vol!